Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Christophe, tu es député européen, socialiste, tu es candidat sur la liste socialiste, enfin Parti socialiste Place Publique, qui est emmené par Raphaël Glucksmann. Tu es aussi secrétaire national à l'Europe du Parti socialiste. Et si je t'ai invité, c'est pour parler d'un peu tout ça, pour parler d'Europe, pour parler de la campagne, mais peut-être d'un mot. Un mot sur ce qui s'est passé hier au Sénat. Le CETA, donc l'accord de libre-échange entre le Canada et la France, a été rejeté assez largement. C'est dans le cadre de la niche parlementaire communiste, 211 voix contre 44. Donc les macronistes ont vraiment été mis en ultra minorité. Cet accord de libre-échange, ça fait longtemps qu'il est dans les cartons. Il est même depuis l'adoption par le Parlement européen appliqué en très grande mesure par la France, notamment la baisse des droits de douane entre la France et le Canada, ce qui pose des petites questions quand même démocratiques parce qu'il n'a pas été ratifié par notre Parlement national. Comment est-ce que toi tu juges ce vote? Est-ce que tu t'en réjouis? Le parcours on va dire français de cet accord de libre-échange n'est pas terminé puisque du coup le texte va retourner à l'Assemblée nationale où il avait été voté en 2019, assez ric-rac, hein, c'était 266 contre 200 une dizaine. Là, vu les nouvelles circonstances avec la mobilisation des agriculteurs, enfin la crise du monde agricole, etc., je suis pas certain que ça repasse à l'Assemblée nationale. Donc toi, comment est-ce que tu perçois ce qui s'est passé hier au Sénat? Ce vote d'hier, c'est d'abord une claque pour le gouvernement, puisque c'est un non franc au CETA. Et en même temps, il y a beaucoup d'ambiguïté, parce que la droite, ici, attaque le CETA, mais elle est libérale en France et libérale en Europe. Donc il faut qu'on clarifie ce débat. Moi, je suis contre le libre-échange en agriculture. Je suis pour des échanges qui profitent aux agriculteurs en France, aux agriculteurs au Canada. Si Lactalis vend du lait au Canada, est-ce que ça va faire gagner de l'argent aux agriculteurs de ma région, le Pays de la Loire? Vu les pratiques de Lactalis, non. Et par contre, ça va déstabiliser le système de régulation du marché laitier au Canada. Donc il faut qu'on se préoccupe, nous, de gauche, des deux côtés du paysage de l'échange. Moi, je suis pour des échanges justes, négociés, des échanges en termes de qualité de vie, de développement durable des deux côtés de l'échange. Mais le Canada n'a pas abandonné les hormones pour le bœuf. Le Canada n'a pas abandonné les OGM. Le Canada n'a pas ratifié ou adopté le principe de précaution. Dans cet accord, s'il était ratifié, il y aurait par exemple les tribunaux d'arbitrage pour donner à ce tribunal la possibilité de donner raison à des entreprises privées contre l'État. Donc c'est tous ces principes de renoncement à la régulation des marchés qu'il faut abandonner pour redéfinir les relations commerciales qu'on veut avoir avec nos partenaires. C'est un changement de logiciel, et il faut le faire partout. C'est pas une fois le CETA oui, un autre non, une fois les macronistes sont contre le Mercosur mais ils votent le CETA. On est dans l'hypocrisie totale sur ce sujet. Alors, tu parles de changement de logiciel. Le Parti socialiste a aussi un peu changé de logiciel sur le sujet, puisque je me souviens de François Hollande, président de la République, qui lui vantait les mérites de ce CETA jusqu'à 2017. Oui. Eh bien, on a tiré des enseignements de la crise de 2008. On a tiré des enseignements des autres crises, la Covid, la guerre en Ukraine, les changements climatiques, les catastrophes. On voit bien les dégâts du libéralisme et aujourd'hui surtout l'incapacité du libéralisme à trouver des réponses au grand désordre, au grand dérèglement mondial. On voit les dégâts du libre-échange sur l'agriculture africaine et sur les paysans en Europe. Et on est les seuls à promouvoir encore le libre-échange. Les États-Unis protègent le prix du blé qui est plus élevé qu'en Europe. Les Indiens protègent le riz, les Chinois ferment leur marché. Donc arrêtons d'être naïfs et concevons par nous-mêmes comment nous voulons commercer avec les autres régions et les autres pays dans le monde. Vous êtes au Parti socialiste contre tout type d'accord de libre-échange, parce que là, on parle de nouveaux accords de libre-échange, mais on est déjà, l'Union européenne et la France singulièrement du coup, on est déjà inscrit dans des accords de libre-échange avec d'autres territoires de par le monde. Il faudrait aussi, d'après toi, revenir sur ces règles qu'on avait établies de par le passé. Et c'est une sous-question,
le marché européen est aussi un espace de libre-échange aujourd'hui, où les barrières douanières sont quasi nulles, sont même totalement nulles. Est-ce que là aussi, ça pose pas des problèmes que on puisse importer des produits ou d'ailleurs exporter des produits dans des pays qui n'ont pas du tout le même coût du travail ou la même protection du travail que nous, qui n'ont pas tout à fait les mêmes règles environnementales que nous. Finalement, des pays qui sont pas un peu comme le Canada, qui sont pas exactement raccords ou homogènes avec la France. Moi, je ne te suivrai pas tout à fait dans ce parallèle. Le libre-échange à l'échelle internationale, c'est on n'a aucun moyen d'intervenir sur les règles ailleurs et on abaisse toutes les barrières à l'échange et on organise la libre circulation. Donc là, on organise la mise en concurrence généralisée. Et ça, il faut l'arrêter. Une des armes, d'ailleurs, pour les Européens, c'est le devoir de vigilance des entreprises. Donc, obliger les entreprises européennes à justifier de l'impact social, environnemental de leurs partenaires partout dans le monde. C'est la France qui essaie de s'y opposer, d'ailleurs, qui l'a limité aux entreprises de plus de 1500 salariés, alors qu'on voulait nous l'élargir aux grosses PME, aux ETI. Donc ça, c'est le commerce international. Non, on doit pouvoir négocier. Qu'est-ce qu'on veut échanger? Pourquoi? Moi, je veux bien acheter du soja bio brésilien fait par des communautés locales qui gardent l'essentiel du revenu. Et je ne veux pas de soja OGM brésilien. Même s'il y a le coût carbone quand même du déplacement de la matière première. Et il faut un correctif carbone aux frontières de l'Union européenne pour tous les produits, y compris les produits alimentaires. L'intérieur de l'Union européenne, le sujet, c'est comment on construit une forme de nation commune et comment on va au bout de l'harmonisation fiscale, de l'harmonisation sociale. Il y a 10 ans, quand on parlait de ça, c'était des paroles en l'air. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont avancé. On ne parle plus du plombier polonais, parce que le travail détaché, aujourd'hui, les conditions de salaire sont les mêmes. On met en place des salaires minimums dans chaque pays de l'Union européenne. Là, il y a eu la directive sur les travailleurs des plateformes. Qui sont toujours pas les mêmes, hein. Juste ces salaires minimums, il y a encore des très gros écarts entre certains pays. Les niveaux de vie ne sont pas effectivement les mêmes, mais si un salarié polonais vient travailler en France, il sera payé au salaire français et pas au salaire polonais. Mais si une entreprise délocalise de la France vers la Pologne, par exemple, il sera plus obligé de le payer au SMIC français, mais il pourra le payer au SMIC polonais. Oui, mais si on regarde l'évolution des salaires dans les deux pays, ils ne sont pas encore au même niveau, mais ils se rapprochent rapidement. Et un des enjeux, c'est justement d'arriver à cette convergence sociale et de renforcer, par exemple, le pouvoir de négociation des syndicats dans tous les pays de l'Union européenne pour discuter des salaires, mais aussi de formation, de conditions de travail. Donc ça, c'est la bataille qu'on mène. Mais maintenant, il y a des progrès. Il y a des textes qui sont adoptés dans cette direction. Ce n'est plus seulement un 20 mots. Un point quand même sur le fonctionnement de l'Union européenne et du fonctionnement du coup de ses États membres vis-à-vis de cette Union européenne, parce que c'est quand même assez original d'avoir un texte qui est voté au Parlement européen, qui est mis en application à 95%, parce que en gros tout a été mis en application, c'est-à-dire l'abaissement des droits de douane, sauf les tribunaux d'arbitrage. Ça, ils n'ont pas été mis en place. Il faut attendre la ratification, mais finalement là, on ne sait pas quand est-ce que ça va être mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mais le libre-échangisme entre la France et le Canada va continuer, malgré le refus du Sénat. Est-ce que, d'après toi, il ne faudrait pas changer les règles européennes, ce truc de, même s'il n'y a pas une ratification par l'État membre, on a quand même le droit d'appliquer les règles qui ont été élaborées au Parlement européen ou à la Commission européenne. Comment, ou est-ce que, au contraire, il faudrait être beaucoup plus intransigeant et dire, tant que les États membres n'ont pas ratifié, on ne peut pas mettre en application la règle qui a été établie par le Parlement européen. Alors justement, peut-être donner plus de pouvoir au Parlement européen, parce que le commerce international et le droit de la concurrence, c'est des compétences exclusives de la Commission européenne. Même nous, en tant que Parlement, on n'a pas la possibilité de réellement dire non et de réellement proposer d'autres choix. Donc oui, c'était peut-être utile il y a 30 ans, 40 ans, qu'on était au début du marché unique, mais aujourd'hui, il faut des choix collectifs en matière de commerce international et de compétition, de concurrence. Et c'est le même débat aujourd'hui avec l'agriculture. On a négocié pendant des années une politique agricole commune avec un vote du Parlement européen, un vote du Conseil, et puis là, subitement, parce qu'il y a un mouvement des agriculteurs, la Commission européenne, sous la pression de la droite et de la FNSEA en France, du COPA-COGECA en Europe, jette par-dessus bord le verdissement de la PAC. On nous avait dit que cette PAC elle va être mieux parce qu'elle va être plus protectrice de l'environnement.
Et là, nous, on nous dit, au Parlement européen, laissez passer, laissez faire, il faut vite donner quelque chose aux agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont un problème de revenus, on leur donne l'abandon du verdissement. Est-ce qu'il y a un rapport? Non, il n'y a pas de rapport, mais il faut lâcher quelque chose. Et nous, on doit dire oui. Moi, je vais dire non au Parlement européen. Jusqu'à la fin du mois d'avril, on va se battre pour dénoncer cette hypocrisie, cette abdication de la Commission, et pour faire entendre la voix des parlementaires, avoir un débat public, des votes publics sur cette question. Et est-ce que tu penses que ça peut être suivi des faits? Est-ce que tu penses que vous allez pouvoir trouver collectivement une majorité au Parlement européen pour dire non à la Commission européenne sur ce point? J'en doute parce que les centristes, la droite, l'extrême droite courent derrière la révolte agricole pour essayer de gagner des voix. Ils n'ont pas entendu la voix des agriculteurs qui disaient « Nous, notre revenu, il n'est pas garanti, on ne peut pas boucler nos fins de mois, on ne peut pas vivre dans notre travail. » Et finalement, ce que les agriculteurs demandent, c'est la régulation des marchés. Et ce qu'on leur dit en face, non, c'est finalement plus de libéralisme. Ce qui vous détruit, la pression sur les prix, la mise en concurrence des agricultures, ça, on va continuer. Pas d'intervention sur les marchés pour stabiliser les prix, mais vous pourrez faire n'importe quoi avec l'environnement. Mais les agriculteurs, ils vont se rendre compte eux-mêmes que ça ne règle rien. Et moi, je le dis à mes collègues, ils vont devoir rendre des comptes. Parce que dans quelques mois, et j'espère avant les élections, l'opinion publique va réaliser que c'est un marché de dupes. Toi, donc, j'ai déjà dit, hein, tu es un député européen socialiste, tu fais donc partie du groupe des sociaux-démocrates européens. Il vous est beaucoup reproché, notamment par d'autres composantes de la gauche, de faire partie de ce système de cogestion, finalement, de l'Union européenne, avec les centristes et la droite, le PPE, et qu'en gros, vous seriez responsable, peu ou prou, de la politique d'Ursula von der Leyen. Je pense que c'est un peu forcer le trait et un peu caricatural de présenter les choses comme ça. Mais là, vu ce que tu dis en fait sur la Commission européenne, sur le rôle des centristes et de la droite, vu ce que tu m'as dit tout à l'heure sur les hypocrisies de la droite française et de la droite européenne, est-ce qu'à un moment vous pourriez remettre en cause la participation des socialistes à cette cogestion du Parlement, en fait, à en gros l'élection d'Ursula von der Leyen en juin prochain? Le week-end dernier, Manon Aubry disait que grâce à Leïla Chebli, LFI avait remporté une victoire sur les travailleurs des plateformes. Mais le texte sur les travailleurs des plateformes, il a été aussi adopté avec des voix qui n'étaient pas de gauche. Donc dans ce Parlement, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de texte qui passe sans avoir des voix qui viennent de différents horizons. Ça, c'est une première réalité, il ne faut pas que certains fassent de la démagogie là-dessus. Ensuite, la majorité von der Leyen, elle est par terre. Ça fait 1 an que la droite court derrière l'extrême droite sur l'agriculture, sur d'autres sujets, par pure démagogie, parce qu'elle a perdu ses repères. Donc c'est d'abord la parole aux électeurs, pour donner plus de force à la gauche, et pour nous, pour Raphaël Glucksmann, pour le Parti Socialiste, la bataille essentielle, c'est que le groupe socialiste soit le premier du Parlement européen, parce que c'est lui qui va donner là de l'agenda, des priorités politiques, et ensuite, il faudra trouver sur un programme d'action une majorité pour le mettre en œuvre. Alors oui, au Parlement européen, il n'y a pas de majorité absolue, de droite ou de gauche, le lendemain des élections. C'est un régime parlementaire, comme dans beaucoup d'autres, il faut trouver des compromis, mais il faut un bloc de gauche. Socialiste, écologiste, c'est ouvert aussi à la gauche unitaire européenne pour œuvrer dans le même sens, mais faire adopter des textes. Pas seulement parler, agir, changer concrètement les choses. L'écologie, un pacte social pour que tout le monde soit à bord de la nouvelle société écolo, et la transformation de ce rapport à la mondialisation qu'on évoque depuis le début de l'entretien. D'accord, mais si le PPE et les centristes viennent vous voir après les élections de juin prochain et vous disent bon bah vous voulez qu'on recommence avec Ursula von der Leyen, présidente du Parlement européen, est-ce que vous y allez malgré tout ce qu'elle aura fait dans son dernier mandat, ou est-ce que vous direz bon bah non pour une fois on a pour cette fois-là, en tout cas, on préfère être dans l'opposition. Ça peut être une opposition constructive, comme tu dis, vous pouvez chercher des majorités sur des textes, mais ne pas participer à l'élection d'Ursula von der Leyen, qui est candidate à sa réélection. Bon, d'abord, c'est sur quel projet? Taxe sur les super riches, taxe sur les super profits,
taxe sur les transactions financières. Mais ça, je peux te le dire, Ursula von der Leyen, elle veut pas de tout ça. Hein, enfin... Si elle veut pas de tout ça, si elle est prête à rien négocier, à rien discuter, il ne pourra pas y avoir d'accord. À un moment, vu les enjeux d'investissement de solidarité, la question c'est qui paye. Et pour nous, c'est une question absolument centrale. Et puis ensuite, c'est quoi la majorité alternative? C'est la droite avec l'extrême droite. Donc, un enjeu majeur de l'élection, c'est qu'il n'y ait pas 20, 30, 40 députés d'extrême droite de plus, ce qui rendrait possible cette majorité-là. Et si ce n'est pas le cas, et si la gauche dialogue et avance ensemble, le rapport de force, il sera chez nous. Donc, à nous de construire cette dynamique, ce rapport de force. Nous, on a un candidat, il s'appelle Nicolas Schmit. C'était le ministre du Travail luxembourgeois, le commissaire en charge de l'emploi des affaires sociales. C'est lui qui a mis des fonds avec Aurore Lalucq pour élargir territoire zéro chômeur, les expérimentations en Europe, qui a fait la directive sur les travailleurs des plateformes, la mise en œuvre du salaire minimum, le devoir de vigilance des entreprises. C'est son bilan. Et nous, on l'a soutenu depuis le départ parce que c'est un mec ancré à gauche et qui mène concrètement le combat pour les droits sociaux. Donc oui, il y a une alternative à Ursula von der Leyen et elle s'appelle Nicolas Schmit, en l'occurrence, qui est le candidat socialiste à la présidence de la Commission. Une question maintenant sur les sondages et finalement sur cette campagne qui est en train de démarrer pour l'élection européenne. Je parle d'un point de vue français. Ta liste qui est emmenée par Raphaël Glucksmann est aujourd'hui crédité dans les sondages entre, on va dire, 10 et 13%. C'est la troisième liste, hein, très très loin derrière la liste emmenée par le Rassemblement national de Jordan Bardella, et qui fait plus de 30% maintenant. Emmanuel Macron, enfin la liste d'Emmanuel Macron emmenée par Valérie Hayer, elle est un peu en dessous de 20%. Vous êtes la première des listes de gauche. Comment est-ce que tu vois la campagne? On voit que aujourd'hui, de part malgré vous, je ne sais pas si c'est un choix délibéré que vous avez fait ou si vous vous collez à l'actualité, mais on parle beaucoup de l'Ukraine. Et Raphaël Glucksmann, qui est votre tête de liste, parle beaucoup de l'Ukraine, et c'est là-dessus en fait qu'il entend cliver, notamment à gauche, parce qu'il porte une solution, il a une vision en fait de ce qui se passe sur le territoire ukrainien, qui est radicalement différente de celle qui est portée notamment par Manon Aubry et par Léon Desfontaines pour la France Insoumise et le Parti communiste. En gros, lui dit il faut absolument aider l'Ukraine, voire il faut potentiellement envoyer des hommes, etc. Il faut augmenter le rapport de force, quand Manon Aubry et les Desfontaines disent non, il faut trouver une solution par la conciliation, par des conférences de paix, etc. Est-ce que toi, ce type de clivage, parce que on voit que entre militants, entre même élus, entre candidats, c'est tendu, quoi. C'est même parfois violent. Ça confine à la caricature et à l'insulte parfois, hein, franchement, entre différents candidats. Est-ce que toi, ça te va? Est-ce que tu te dis bon bah oui, bah c'est comme ça une campagne, on va aller comme ça jusqu'au 9 juin? L'insulte, ça ne va jamais quand c'est entre des militants de gauche. Et ça ne vient jamais de nous. Les attaques ne viennent jamais de nous. Nous, on n'a aucune volonté de cliver à gauche. Notre débat, il n'est pas avec LFI, les écolos, le Parti communiste. Notre débat, il est avec le Rassemblement national, l'extrême droite, et avec les libéraux. Notre message, il est très simple. On veut une Europe puissante et protectrice qui défende les libertés, l'écologie et les droits sociaux. C'est celle que les fachos ne veulent pas faire parce qu'ils sont pour le repli national. C'est celle que les libéraux ne peuvent pas faire puisqu'ils sont enfermés dans l'impuissance du dogme libéral. Et c'est ça le débat. Et si les électeurs de gauche, qui avaient considéré en 2022 que le bon bulletin de vote, c'était Jean-Luc Mélenchon, considèrent aujourd'hui que le bon bulletin de vote, c'est Raphaël Glucksmann, eh bien il faut les écouter et pas les insulter. Donc, moi j'aime pas les montagnes russes dans les campagnes. C'est génial, on est à 12, et puis demain il y a un sondage, on baisse de 2 points, c'est la crise, etc. Non, il faut être hyper prudent. Je me souviens toujours, je me dis tous les matins, LR était à 14, une semaine avant le vote en 2019, ils ont fini à 8, les écolos étaient à 7, ils ont fini à 13. Par contre, on construit, semaine après semaine, un rapport de confiance avec les électeurs de gauche. Nous, on parle à toute la gauche. Ce qu'on évoquait sur le commerce international, le rapport à la mondialisation, l'écologie, le combat social, la taxation des riches, ça parle à l'ensemble des électeurs de gauche, quel que soit leur vote de 2022. Et on ne va pas dire aux uns aux autres, ah non, on en a trop qui ont voté Mélenchon en 2022 qui votent pour nous maintenant, trop qui viennent des écolos. Non,
venez, rassemblons-nous, fédérons-nous, faites des choix, c'est votre responsabilité. Donnez une voix à la gauche. Et Raphaël Glucksmann, il est à la fois quelqu'un qui combat pour une vision du projet européen, la défense des libertés, et c'est cette bataille qui est venue en Ukraine, et quelqu'un qui s'est engagé politiquement à gauche par rejet du libéralisme et par analyse des dégâts du libéralisme sur les sociétés, de ses ravages, et la volonté de retrouver une maîtrise collective de nos choix dans la solidarité et dans la volonté de relever le défi écologique. Donc on est très cohérent, et on ne nous emmènera pas dans la confrontation à gauche qui détruirait la gauche, parce que le lendemain des européennes, il faudra aborder ensemble 2027, et c'est l'engagement que l'on a pris tous au sein du Parti socialiste et tous au sein de cette liste avec Raphaël Glucksmann. Justement, et ce sera ma dernière question, est-ce que tu penses que, comme Jean-Luc Mélenchon, que les élections européennes du 9 juin, c'est le premier tour de l'élection présidentielle de 2027? Se tromper d'élection, c'est rater l'élection. Il risque de la prendre à ses dépens. Nous, on s'occupe de 2024 parce que l'enjeu, c'est de donner de la force au groupe socialiste au Parlement européen. Il y aura des signaux donnés par les électeurs, il faudra en tenir compte, mais pas plus que 2022 a donné le leadership à gauche à Mélenchon pour 10 ans, pas plus le score des européennes ne donnera un leadership quelconque au Parti socialiste. Oui, on a l'impression de retrouver l'écoute des gens. Oui, on a l'impression de retrouver de la force et une capacité à contribuer à organiser avec d'autres et autour de nous l'avenir de la gauche. Mais il est hors de question pour nous de revenir au temps de l'hégémonie socialiste. Le monde a changé, les rapports à gauche ont changé, il faut du respect, il y a de la diversité, et il faudra continuer cette démarche d'unité et de respect. Et le respect, c'est maintenant pendant la campagne. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi.